Dans les registres scellés d'un tribunal de la paroisse Sainte-Marie, en Louisiane, dort un procès qui ne fut jamais rendu public. Un procès où une mère plaida pour le droit de marier sa fille à 2 hommes simultanément. 2 frères, 2 esclaves. Et personne ne sait ce qui arriva ensuite. Abonnez-vous maintenant et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire, comme tant d'autres que nous allons partager, repose dans l'ombre de notre histoire collective. L'année 1843 marqua le début d'une période particulièrement étouffante dans les bayous de Louisiane. Les étés s'étiraient comme des plaies ouvertes. L'humidité transformait l'air en substances presque palpables. Et les plantations de canne à sucre prospéraient grâce à une main-d'œuvre asservie qui travaillait jusqu'à l'épuisement dans les champs interminables. C'était une époque où les fortunes se bâtissaient sur le dos des hommes enchaînés, où les lois protégeaient la propriété plus que l'humanité, et où les secrets des grandes maisons créoles s'enfonçaient dans la boue des marécages pour ne jamais refaire surface. Au cœur de cette région, à quelques lieues de la Nouvelle-Orléans, se dressait la plantation Bellevue, une propriété de près de 2000 hectares qui s'étendait le long des méandres paresseux d'un bayou sans nom. Les cyprès centenaires formaient une cathédrale naturelle autour de la grande maison, leurs branches couvertes de mousse espagnole qui pendaient comme des linceuls. L'eau stagnante reflétait un ciel qui semblait toujours trop bas, trop lourd, comme si la voûte céleste elle-même cherchait à écraser ce lieu sous le poids de ses propres transgressions. La maison principale de Bellevue n'était pas aussi grandiose que certaines demeures de la Nouvelle-Orléans, mais elle possédait une élégance austère qui témoignait de la richesse de ses propriétaires. Construite en briques recouvertes de stuc blanc, elle s'élevait sur 2 étages avec une galerie qui courait sur tout le périmètre, offrant un refuge contre le soleil implacable. Les volets verts restaient souvent fermés pendant les heures les plus chaudes, donnant à la demeure l'apparence d'un visage aux yeux mi-clos, endormi mais vigilant. Madame Héloïse Duchamp était la maîtresse de ce domaine depuis la mort de son époux, survenu 7 ans auparavant, dans des circonstances que personne n'osait évoquer ouvertement. On murmurait qu'il était tombé de son cheval en revenant d'une soirée à la Nouvelle-Orléans. Mais les domestiques qui avaient préparé le corps pour l'enterrement parlaient à voix basse d'ecchymose qui ne correspondait pas à une simple chute. Quoi qu'il en fût, Héloïse avait hérité de la plantation avec une autorité que même les hommes les plus puissants de la paroisse n'osaient contester. Elle gérait les affaires avec une efficacité redoutable, signant les contrats, supervisant les récoltes, et maintenant une discipline de fer parmi les esclaves qui travaillaient ces terres. Mais ce n'était pas la gestion de la plantation qui alimentait les conversations dans les salons feutrés de la Nouvelle-Orléans. C'était sa fille unique, Célestine. Célestine Duchamp avait 24 ans en cette année 1843, un âge où la plupart des jeunes femmes de sa classe sociale étaient déjà mariées depuis plusieurs années, mères de 2 ou 3 enfants. Mais Célestine n'avait jamais été présentée en société, n'avait jamais assisté à un bal, n'avait jamais même mis les pieds dans les boutiques élégantes de la rue Royale. Sa mère la gardait enfermée à Bellevue avec une détermination qui frôlait l'obsession, refusant toutes les visites, déclinant toutes les invitations, construisant autour de sa fille une forteresse invisible mais infranchissable. La raison de cette réclusion était évidente pour quiconque avait aperçu Célestine lors des rares occasions où elle apparaissait sur la galerie de la maison. Elle était obèse, d'une corpulence si considérable qu'elle se déplaçait avec difficulté, s'appuyant sur une canne et sur le bras de sa servante personnelle. Dans une société où la beauté féminine était synonyme de taille de guêpe et de silhouette délicate, Célestine représentait tout ce qui était considéré comme répugnant et indigne. Les quelques personnes qui l'avaient vue de loin parlaient d'elle avec un mélange de pitié et de dégoût, se demandant comment une mère pouvait laisser sa fille tomber dans un tel état. Ce que ces observateurs ne savaient pas, c'est qu'Héloïse ne laissait rien au hasard concernant sa fille. Chaque repas de Célestine était méticuleusement préparé sous sa supervision directe. Des portions gargantuesques de plats riches en crème, en beurre et en sucre lui étaient servies 3 fois par jour et une collation substantielle lui était apportée avant le coucher.
Si Célestine tentait de refuser la nourriture, sa mère devenait glaciale, la menaçant de punitions qui n'étaient jamais clairement énoncées, mais dont le poids semblait terrifier la jeune femme, au point qu'elle finissait toujours par vider son assiette. La chambre de Célestine se trouvait à l'étage, dans une pièce spacieuse qui donnait sur le bayou. C'était une prison dorée, remplie de livres, de broderies inachevées et d'un piano forte qui n'avait pas été accordé depuis des années. Les fenêtres restaient ouvertes pour laisser entrer la brise, mais des barreaux décoratifs en fer forgé avaient été installés, officiellement pour empêcher les moustiques d'entrer, mais qui servaient surtout à rappeler à Célestine qu'elle ne pourrait jamais s'échapper. La jeune femme passait ses journées dans une solitude presque totale, interrompue seulement par les visites de sa mère et les allées et venues de Joséphine, la servante qui s'occupait d'elle depuis l'enfance. Joséphine était une femme mulâtre d'une 50aine d'années, née esclave sur la plantation mais qui avait gagné certains privilèges grâce à sa loyauté indéfectible envers la famille Duchamp. Elle ne parlait jamais sans être interrogée, accomplissait ses tâches avec une précision mécanique et semblait n'avoir aucune opinion propre sur le traitement infligé à Célestine. Les esclaves de Bellevue vivaient dans une série de cabanes rudimentaires situées à bonne distance de la grande maison, près des champs de canne. C'était une communauté d'environ 80 personnes, des hommes, des femmes et des enfants qui travaillaient du lever au coucher du soleil sous la surveillance de contremaîtres impitoyables. Parmi eux se trouvaient 2 frères qui attiraient l'attention par leur prestance physique et leur capacité de travail exceptionnelle, Thomas et Samuel. Leur nom de famille, s'ils en avaient jamais eu, s'était perdu dans les registres de propriété où ils n'étaient identifiés que par des numéros et des descriptions physiques sommaires. Thomas était l'aîné, âgé d'environ 30 ans, grand et musclé, avec une mâchoire carrée et des yeux d'un marron si foncé qu'ils paraissaient noirs dans l'ombre. Samuel avait 27 ans, légèrement moins imposant que son frère, mais tout aussi fort, avec des traits plus doux et une manière de se mouvoir qui témoignait d'une grâce inhabituelle pour un homme de sa taille. Les 2 frères étaient arrivés à Bellevue 5 ans auparavant, achetés lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Ils venaient d'une plantation du Mississippi qui avait fait faillite et ils avaient été séparés de leur mère et de leur sœur dans la transaction. Depuis leur arrivée, ils s'étaient forgé une réputation de travailleurs infatigables, mais aussi de personnes qui gardaient leur distance avec les autres esclaves. Ils ne participaient pas au rassemblement du dimanche, ne chantaient pas pendant le travail et ne semblaient nourrir aucun espoir d'évasion ou de liberté. C'était comme s'ils avaient accepté leur sort avec une résignation si profonde qu'elle en devenait troublante. Ce que personne ne savait, pas même les autres esclaves, c'est que Thomas et Samuel avaient été remarqués par Héloïse Duchamp dès leur première semaine sur la plantation. Elle les avait observés travailler dans les champs depuis la galerie de sa maison, les avait fait venir individuellement au bureau de la plantation sous prétexte d'évaluer leurs compétences et avait pris des notes méticuleuses sur leurs caractéristiques physiques, leur tempérament et leur capacité à suivre les ordres sans poser de questions. L'automne de 1843 apporta un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère de Bellevue. Héloïse commença à passer plus de temps enfermée dans le bureau de son défunt mari, une pièce lambrissée qui sentait encore le tabac et le cuir même après tant d'années. Elle recevait occasionnellement la visite d'un notaire de la Nouvelle-Orléans, un homme maigre et nerveux nommé Étienne Lavergne, qui arrivait toujours en fin d'après-midi et repartait après la tombée de la nuit. Les domestiques remarquaient que ces visites laissaient Madame Duchamp dans un état d'agitation inhabituel, et qu'elle passait ensuite de longues heures à fumer des cigarettes sur la galerie, en contemplant le bayou, comme si elle cherchait des réponses dans ses eaux stagnantes. C'est par une nuit sans lune de novembre que le premier événement étrange se produisit. Joséphine, qui dormait dans une petite chambre adjacente à celle de Célestine, fut réveillée par des bruits de pas dans le couloir. En ouvrant prudemment sa porte, elle vit Madame Duchamp qui guidait les 2 frères, Thomas et Samuel, vers la chambre de sa fille. Les 3 hommes étaient silencieux, leurs visages indéchiffrables dans la pénombre du couloir éclairé par une seule bougie que tenait Héloïse. Joséphine referma rapidement sa porte,
le cœur battant, mais elle ne put s'empêcher de coller son oreille contre le bois pour tenter d'entendre ce qui se passait. Elle perçut la voix de Madame Duchamp, basse et autoritaire, donnant des instructions qu'elle ne parvenait pas à distinguer clairement. Puis ce fut le silence, un silence si profond et si long qu'elle finit par croire qu'elle avait rêvé toute la scène. Mais au petit matin, lorsqu'elle entra dans la chambre de Célestine pour l'aider à s'habiller comme elle le faisait chaque jour depuis 15 ans, elle trouva la jeune femme assise dans son lit, le regard vide, les mains tremblantes. Le lit avait été refait, mais pas avec le soin habituel. Les draps étaient froissés, l'édredon mal ajusté, et une odeur étrange flottait dans la pièce, un mélange de sueur, de peur et de quelque chose d'autre que Joséphine ne pouvait identifier. « Mademoiselle » murmura la servante en s'approchant. « Vous allez bien ?» Célestine tourna lentement la tête vers elle, et Joséphine fut frappée par l'expression de son visage. Ce n'était pas de la détresse, ni même de la confusion. C'était quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Une sorte de résignation, comme si une partie d'elle-même avait été arrachée pendant la nuit et qu'elle n'avait plus la force de s'en plaindre. « Ma mère », dit finalement Célestine d'une voix rauque, « ma mère dit que je vais me marier. » Joséphine resta figée, la brosse à cheveux suspendue dans l'air. Se marier? Avec qui? Comment était-ce possible alors que Célestine n'avait jamais rencontré aucun prétendant, n'avait jamais quitté cette maison? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une question, Madame Duchamp entra dans la chambre sans frapper, comme elle en avait l'habitude. Elle portait une robe de jour en soie noire qui bruissait à chaque pas, et son visage affichait une expression de satisfaction glaciale. « Joséphine, » dit-elle d'un ton neutre, « tu ne parleras à personne de ce qui se passe dans cette maison. » « À personne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?» La servante hocha rapidement la tête, baissant les yeux vers le sol. « Bien. Maintenant, aide ma fille à se préparer. Nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. » Les jours qui suivirent furent marqués par une activité inhabituelle à Bellevue. Le notaire Lavergne revint à plusieurs reprises, apportant avec lui des liasses de documents qu'Héloïse signait dans le secret de son bureau. Un prêtre fut convoqué depuis une paroisse éloignée, un homme âgé au visage marqué par l'alcool et les déceptions, qui sembla mal à l'aise dès son arrivée et encore plus lorsqu'on lui expliqua la nature de sa mission. Car ce qui se préparait à Bellevue n'était pas un mariage ordinaire. Ce n'était même pas un mariage reconnu par l'Église catholique, ni par les lois de l'État de Louisiane. C'était quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, quelque chose qui défiant toutes les conventions morales et légales de l'époque. Héloïse Duchamp avait élaboré un plan qui, dans son esprit tordu, résolvait un problème qu'elle avait médité pendant des années. Sa fille était invendable sur le marché du mariage traditionnel. Aucun homme de bonne famille n'accepterait d'épouser Célestine, peu importe la dot offerte, peu importe les hectares de terre promise. L'obésité de sa fille était une tare insurmontable dans une société obsédée par les apparences. Mais Héloïse n'avait pas passé ses années à engraisser sa fille par simple cruauté. Elle avait un but précis, un plan qui se révélait maintenant dans toute son horreur. Elle avait transformé Célestine en quelque chose qui ne pouvait exister dans le monde normal de la société créole. Et maintenant, elle lui créait un monde à part, un monde où les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Le notaire Lavergne avait été chargé de rédiger des documents qui établissaient une structure juridique complexe et sans précédent. Célestine serait mariée, non pas à un homme libre, mais à 2 esclaves appartenant à sa mère. Le mariage ne serait pas reconnu par l'État, bien entendu, mais il serait consigné dans des registres privés, scellés et conservés dans le coffre-fort du notaire. Des dispositions testamentaires seraient prises pour assurer que, à la mort d'Héloïse, la plantation Bellevue reviendrait à Célestine et que Thomas et Samuel obtiendraient leur liberté, à condition qu'ils restent aux côtés de Célestine et accomplissent les devoirs qu'on leur assignait. Quels étaient ces devoirs exactement? Lavergne n'osait pas poser la question, mais il pouvait le deviner. Il avait vu des arrangements similaires dans d'autres plantations, des situations où les lignes entre propriété, servitude et relations humaines devenaient si floues qu'elles finissaient par disparaître complètement.
Mais il n'avait jamais rien vu d'aussi élaboré, d'aussi méthodiquement planifié que ce que Madame Duchamp était en train d'orchestrer. Le prêtre, le père Arnaud, avait initialement refusé de participer à une telle mascarade. « C'est un sacrilège », avait-il protesté, sa voix tremblante d'indignation et peut-être aussi de peur. « Le mariage est un sacrement sacré, entre un homme et une femme libre. Ce que vous me demandez est une abomination. » Mais Héloïse avait des arguments persuasifs. Elle connaissait les secrets du père Arnaud, ses visites dans certains établissements de la Nouvelle-Orléans, ses dettes de jeu qui menaçaient de le faire expulser de son ministère. Elle ne le menaça pas ouvertement, mais elle fit comprendre, avec la subtilité d'un serpent, qu'elle pourrait soit ruiner sa vie, soit lui offrir une somme substantielle qui résoudrait tous ses problèmes. Le père Arnaud capitula. Il accepta de venir à Bellevue, de prononcer les paroles traditionnelles du mariage, de bénir l'union devant un auditoire réduit à Héloïse, Joséphine et 2 contremaîtres qui serviraient de témoins. Ce ne serait pas un vrai mariage aux yeux de Dieu, se dit-il pour apaiser sa conscience, mais simplement une cérémonie privée, une formalité pour satisfaire les caprices d'une femme riche et puissante. La cérémonie eut lieu un mardi soir, dans le grand salon de Bellevue. Les lourds rideaux de velours avaient été tirés, transformant la pièce en un espace clos et étouffant, éclairé seulement par une douzaine de bougies disposées sur le manteau de la cheminée. L'air était saturé de l'odeur de la cire chaude et de quelque chose de plus âcre, une tension palpable qui semblait suinter des murs eux-mêmes. Célestine fut amenée dans le salon par Joséphine, vêtue d'une robe blanche qui avait dû être confectionnée spécialement pour l'occasion, tant elle était volumineuse. La jeune femme se déplaçait avec difficulté, s'appuyant lourdement sur sa canne et sur le bras de la servante. Son visage était pâle, presque cireux dans la lumière des bougies, et ses yeux semblaient regarder au-delà de la scène qui se déroulait devant elle. Comme si son esprit s'était retiré dans un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Thomas et Samuel se tenaient déjà dans le salon, lavés et habillés dans des vêtements propres qui ne leur appartenaient pas, probablement récupérés dans la garde-robe du défunt Monsieur Duchamp. Ils portaient des chemises blanches et des pantalons sombres qui leur allaient de mal, trop amples à certains endroits, trop serrés à d'autres. Leurs visages étaient indéchiffrables, des masques de pierre qui ne trahissaient aucune émotion. Le père Arnaud se tenait devant la cheminée, un missel ouvert dans les mains tremblantes. Il avait bu avant de venir. Héloïse pouvait le sentir sur son haleine lorsqu'il était arrivé, mais il était encore suffisamment sobre pour accomplir sa tâche. Il commença à réciter les mots traditionnels du mariage catholique, mais sa voix manquait de conviction, comme s'il lisait un texte dans une langue qu'il ne comprenait pas vraiment. « Mes frères, nous sommes rassemblés en présence de Dieu pour unir cet homme. » Il marqua une pause, réalisant l'absurdité de ce qu'il disait. Ces hommes et cette femme dans les liens sacrés du mariage. Héloïse se tenait légèrement en retrait, les mains croisées devant elle, observant la scène avec l'attention d'un chef d'orchestre surveillant ses musiciens. Elle avait tout planifié méticuleusement, chaque détail avait été pensé, et maintenant, il ne restait plus qu'à laisser les événements se dérouler selon son script. Le père Arnaud continua, demandant à Célestine si elle acceptait de prendre Thomas et Samuel comme époux, de les chérir dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. La jeune femme murmura un « oui » à peine audible, un son qui ressemblait plus à un soupir qu'à un consentement. Puis vint le tour des 2 frères. Le prêtre leur demanda s'ils acceptaient de prendre Célestine comme épouse, de la protéger et de l'honorer tous les jours de leur vie. Il y eut un long silence. Thomas regarda Samuel, et quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse qui avait été forgée dans les années de labeur partagé, dans les nuits passées à parler à voix basse dans leur cabane, dans la compréhension mutuelle que leur vie ne leur appartenait pas. « Oui », dit finalement Thomas, sa voix grave résonnant dans le salon. « Oui », répéta Samuel, un écho de son frère. Le père Arnaud les déclara mari et femme, ou plutôt mari et femme, une formulation qu'il avait dû inventer sur le moment car aucun rituel existant ne couvrait une telle situation. Il fit rapidement un signe de croix, referma son missel,
et regarda Héloïse avec une expression qui mélangeait la culpabilité et le soulagement que tout soit terminé. Mais tout n'était pas terminé. Héloïse fit signe au contremaître de partir, puis se tourna vers Joséphine. « Reconduis ma fille à sa chambre. Thomas et Samuel, vous savez ce que vous avez à faire. » Les deux frères hochèrent la tête. Ils suivirent Célestine et Joséphine dans l'escalier, leurs pas lourds sur les marches en bois qui craquaient sous leur poids. Arrivée à l'étage, Joséphine aida Célestine à entrer dans sa chambre, puis se retira dans la sienne, fermant la porte derrière elle, mais restant éveillée, l'oreille tendue vers les bruits qui pourraient venir de la chambre voisine. Ce qui se passa cette nuit-là, personne ne le sut jamais avec certitude. Joséphine entendit des voix basses, des mouvements, puis plus tard, beaucoup plus tard, quelque chose qui ressemblait à des sanglots étouffés. Mais elle ne bougea pas, ne frappa pas à la porte, n'offrit pas son aide. Elle avait reçu ses ordres de Madame Duchamp, et elle savait que désobéir signifierait être vendue à une autre plantation, loin de tout ce qu'elle connaissait. Au petit matin, Thomas et Samuel quittèrent la chambre de Célestine et retournèrent silencieusement à leur cabane. Les autres esclaves les virent arriver, remarquèrent leurs vêtements inhabituels et l'expression étrange sur leurs visages. Mais personne ne posa de questions. Dans une plantation, poser des questions pouvait être dangereux. Les jours suivants établirent une nouvelle routine à Bellevue. Pendant la journée, Thomas et Samuel travaillaient dans les champs comme d'habitude, mais leurs tâches avaient été allégées. Ils n'étaient plus affectés aux travaux les plus épuisants, et les contremaîtres semblaient avoir reçu l'ordre de les traiter avec une certaine déférence. La nuit, après le couvre-feu, ils se rendaient à la grande maison, entraient par la porte de derrière et montaient à l'étage pour rejoindre la chambre de Célestine. Cette situation étrange continua pendant des semaines, puis des mois. Héloïse semblait satisfaite de l'arrangement, bien qu'elle n'en parlât jamais ouvertement. Le notaire Lavergne revint à plusieurs reprises pour ajuster certaines clauses des documents, ajoutant des dispositions concernant d'éventuels enfants qui pourraient naître de cette union, établissant leur statut juridique dans un cadre qui n'existait dans aucun manuel de droit. Mais au fil du temps, des fissures commencèrent à apparaître dans l'édifice soigneusement construit par Héloïse. La première fissure vint de Célestine elle-même. La jeune femme, qui avait passé toute sa vie dans une passivité quasi totale, commença à montrer des signes de résistance. Elle refusait parfois de manger les repas gargantuesques que sa mère lui faisait servir, et lorsque Héloïse insistait, elle vomissait ensuite délibérément dans le pot de chambre de sa chambre. Héloïse remarqua ce changement avec une inquiétude croissante. Son plan reposait sur le maintien de Célestine dans un état de dépendance totale, physique et psychologique. Si sa fille commençait à perdre du poids, si elle retrouvait une certaine mobilité et une certaine volonté, tout l'équilibre fragile de la situation pourrait s'effondrer. La seconde fissure vint de Thomas. Contrairement à son frère Samuel, qui semblait avoir accepté la situation avec une résignation stoïque, Thomas montrait des signes de tension croissante. Il était devenu plus silencieux, plus renfermé, et les autres esclaves remarquèrent qu'il passait de longs moments seul, assis au bord du bayou, regardant l'eau couler lentement vers le sud. Un soir, alors qu'il se rendait à la grande maison avec Samuel, il s'arrêta soudainement au milieu du chemin et dit à voix basse « On ne peut pas continuer comme ça. » Samuel se tourna vers lui, surpris. Ils évitaient généralement de parler de la situation dans laquelle ils se trouvaient, comme si ne pas en parler pouvait la rendre moins réelle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Samuel. « Je veux dire qu'on est devenu quelque chose qui n'a pas de nom. On n'est plus des esclaves comme les autres. On n'est pas non plus des hommes libres. On est... » Il chercha le mot. « On est des choses que cette femme a créées pour satisfaire je ne sais quel but démoniaque. » Samuel resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il dit « Tu penses qu'on a le choix ?»« Non, il y a toujours un choix, » répondit Thomas, « même si tous les choix sont mauvais. » Mais ils continuèrent leur chemin vers la grande maison parce que, en fin de compte, ils ne voyaient pas d'issue. S'enfuir signifierait être traqué, capturé,
probablement battu à mort ou vendu à une plantation encore pire. Rester signifiait continuer à vivre dans cette situation étrange et oppressante, sans savoir où elle les mènerait. L'hiver de 1844 fut particulièrement froid, même pour la Louisiane. Des gelées inhabituelles détruisirent une partie de la récolte de canne à sucre, et Héloïse dut licencier plusieurs contremaîtres pour réduire les coûts. La plantation qui avait toujours prospéré commençait à montrer des signes de difficultés financières. Mais ce n'étaient pas les problèmes économiques qui préoccupaient Héloïse. C'était le changement qu'elle observait chez sa fille. Célestine avait effectivement perdu du poids, assez pour que ses robes commencent à flotter sur son corps. Elle avait aussi gagné quelque chose d'autre, une lueur dans les yeux, une sorte de détermination qui n'y avait jamais été auparavant. Un après-midi de février, Héloïse entra dans la chambre de Célestine et la trouva assise près de la fenêtre, en train d'écrire quelque chose dans un cahier. Elle s'approcha rapidement et arracha le cahier des mains de sa fille. « Qu'est-ce que tu écris ?» demanda-t-elle sèchement. Célestine leva les yeux vers sa mère, et pour la première fois de sa vie, elle soutint son regard sans baisser les yeux. « J'écris ma propre histoire, » dit-elle calmement. « Celle que tu as écrite pour moi ne me convient plus. » Héloïse feuilleta rapidement le cahier. Ce qu'elle y lut la fit pâlir. Célestine avait décrit en détail tout ce qui s'était passé depuis la fausse cérémonie de mariage. Tous les événements de ces nuits où Thomas et Samuel venaient dans sa chambre, toutes les humiliations, toutes les violations de sa dignité. Mais ce n'était pas seulement un journal intime, c'était un témoignage, écrit avec l'intention claire d'être lu par d'autres, peut-être même présenté devant un tribunal. « Tu es folle », murmura Héloïse. « Si quelqu'un lit ça, nous serons ruinés. Moi, toi, cette plantation, tout sera détruit. » « Bien, » répondit Célestine. « Peut-être que c'est ce qui devrait arriver. » Héloïse déchira le cahier en morceaux, les jetant dans la cheminée où ils se consumèrent rapidement. Puis, elle se tourna vers sa fille avec une rage froide. « Tu ne comprends pas ce que j'ai fait pour toi. J'ai créé une situation où tu ne serais jamais seule, où tu aurais toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. Sans moi, sans cet arrangement, tu finirais tes jours seule et méprisée dans une institution. » « Tu ne l'as pas fait pour moi, » répondit Célestine, sa voix restant étonnamment calme. « Tu l'as fait parce que tu ne pouvais pas accepter d'avoir une fille qui ne correspondait pas à tes attentes. Tu m'as transformé en monstre pour justifier de me traiter comme un monstre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent siffler à travers les cyprès à l'extérieur. Héloïse réalisa à ce moment qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Sa fille n'était plus la créature passive et obéissante qu'elle avait façonnée pendant tant d'années. Cette nuit-là, lorsque Thomas et Samuel arrivèrent à la chambre de Célestine comme d'habitude, ils trouvèrent la porte verrouillée de l'intérieur. Ils frappèrent doucement, attendirent, mais personne ne répondit. Finalement, ils entendirent la voix de Célestine à travers la porte. « Partez, dit-elle, je ne veux plus de cette mascarade. » Les deux frères échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais été confrontés à cette situation auparavant. Ils savaient qu'ils devaient obéir aux ordres de Madame Duchamp, mais Célestine était techniquement leur femme, selon les documents que le notaire avait rédigés. À qui devait-il obéissance maintenant? Thomas prit la décision. Il frappa une dernière fois à la porte et dit « Nous respectons votre décision, mademoiselle. » Puis ils retournèrent à leur cabane, laissant Célestine seule dans sa chambre. Le lendemain matin, Héloïse convoqua le notaire Lavergne d'urgence. Lorsqu'il arriva, elle l'entraîna dans le bureau et ferma la porte à clé. La conversation qui s'ensuivit fut animée. Les domestiques purent entendre la voix d'Héloïse s'élever à plusieurs reprises, bien qu'ils ne pussent distinguer les mots exacts. Ce qui devint clair dans les jours suivants, c'est qu'Héloïse cherchait un moyen de défaire ce qu'elle avait fait. Elle voulait annuler l'arrangement avec Thomas et Samuel, peut-être même les vendre à une autre plantation pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. Mais Lavergne lui expliqua que c'était impossible. Les documents qu'ils avaient créés, bien que non reconnus par la loi officielle, existaient maintenant.
Ils étaient scellés dans le coffre-fort de son cabinet et plusieurs copies avaient été faites conformément aux protocoles légaux habituels. Détruire ces documents serait en soi un acte criminel et de plus il y avait des témoins. Le père Arnaud, les contremaîtres, Joséphine et les 2 frères eux-mêmes. Vous avez créé une situation juridique unique, dit Lavergne, son visage reflétant son malaise. Il n'existe aucun précédent, aucune jurisprudence pour traiter un cas comme celui-ci. Si cela venait à être connu publiquement, cela pourrait mener à des complications légales extraordinaires. Alors qu'est-ce que je fais ? Demanda Héloïse, sa voix trahissant pour la première fois une note de désespoir. Vous maintenez le statu quo, répondit le notaire. Vous gardez tout cela secret et vous espérez que personne ne découvre jamais ce qui s'est passé ici. Mais garder le secret devenait de plus en plus difficile. Les autres esclaves de la plantation avaient remarqué le traitement spécial accordé à Thomas et Samuel, et les rumeurs commençaient à circuler. Personne ne connaissait les détails exacts de la situation, mais on murmurait que les 2 frères avaient été choisis pour servir mademoiselle Célestine d'une manière particulière, et les imaginations s'enflammaient avec des théories de plus en plus extravagantes. Le père Arnaud, rongé par la culpabilité et l'alcool, commença à faire des allusions à ce qui s'était passé lors de ses confessions à son évêque. Il ne donna jamais de nom, mais il parla d'un sacrement profané, d'un mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu, d'une situation qui défiait les lois de Dieu et des hommes. L'évêque, intrigué et alarmé, commença à poser des questions, essayant de déterminer de quelle paroisse venait cette histoire troublante. Au printemps de 1844, la situation à Bellevue atteignit un point de rupture. Célestine avait continué à perdre du poids et gagner en force physique et mentale. Elle avait recommencé à écrire son témoignage, cachant cette fois les pages dans des endroits que sa mère ne pourrait trouver. Elle avait aussi commencé à parler directement avec Thomas et Samuel, non plus comme les instruments d'un arrangement bizarre, mais comme des êtres humains avec lesquels elle partageait une expérience traumatisante. Ces conversations se déroulaient dans le jardin derrière la grande maison, dans un petit pavillon en ruine que personne n'utilisait plus. Célestine avait commencé à s'y rendre seule, marchant lentement mais avec détermination, s'appuyant encore sur sa canne mais n'ayant plus besoin de l'aide constante de Joséphine. Thomas et Samuel la rejoignaient là, officiellement pour effectuer des travaux de jardinage, mais en réalité pour parler à voix basse de leur situation commune. « Je veux que vous soyez libres », dit Célestine un après-midi alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un magnolia. « Ce qui nous a été fait est une abomination. Vous ne devriez pas être liés à moi par les caprices de ma mère. » Thomas secoua la tête. Nous ne pouvons pas être libres tant que votre mère est en vie et contrôle cette plantation. Les documents que le notaire a créés nous lient à vous et vous lient à nous. C'est un nœud qui ne peut être défait facilement. Alors nous devons trouver un moyen de le défaire difficilement, répondit Célestine avec une détermination nouvelle dans la voix. Ils commencèrent à élaborer un plan. C'était un plan désespéré, rempli de risques et d'incertitudes, mais c'était le seul qu'ils pouvaient concevoir. Célestine contacterait un avocat de la Nouvelle-Orléans, quelqu'un qui n'avait aucun lien avec sa mère ou avec le notaire Lavergne. Elle lui présenterait son témoignage écrit et demanderait son avis sur la possibilité de contester l'arrangement devant un tribunal. Le problème était de trouver un moyen de contacter cet avocat sans que Héloïse ne le découvre. Célestine ne pouvait pas quitter la plantation sans être accompagnée, et toute correspondance qu'elle enverrait serait interceptée par sa mère. Ils avaient besoin d'un complice, quelqu'un qui pourrait agir en leur nom. Ce fut Samuel qui suggéra Joséphine. La servante avait été témoin de tout ce qui s'était passé, et bien qu'elle n'eût jamais exprimé ouvertement son opinion, il était clair qu'elle était mal à l'aise avec la situation. Peut-être pourrait-il la convaincre de les aider. Célestine approcha Joséphine avec prudence. Elle attendit un moment où elles étaient seules dans la chambre, tard le soir, après qu'Héloïse se fût retirée dans ses propres appartements. « Joséphine, » commença Célestine, « tu m'as vu grandir. Tu as été plus proche de moi que ma propre mère par certains côtés. Je dois te demander quelque chose qui pourrait nous mettre tous les deux en danger. »
La servante resta silencieuse, ses mains continuant mécaniquement à plier les vêtements qu'elle rangeait. « Je veux que tu portes une lettre pour moi, une lettre à un avocat de la Nouvelle-Orléans. Je veux contester ce que ma mère a fait, je veux libérer Thomas et Samuel de cet arrangement horrible, et je veux... » Sa voix se brisa légèrement. « Je veux retrouver ma propre liberté. » Joséphine posa lentement le vêtement qu'elle tenait et se tourna vers Célestine. Son visage, habituellement impassible, montrait maintenant une expression de conflit intérieur. « Mademoiselle, » dit-elle finalement, sa voix presque un murmure, « vous savez ce qui m'arrivera si Madame Duchamp découvre que je vous ai aidé ?»« Je sais, » répondit Célestine. « Et c'est pourquoi je ne t'en voudrais pas si tu refuses. Mais je dois essayer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Il y eut un long silence. Puis Joséphine hocha lentement la tête. « Je le ferai. Mais vous devez me promettre que, quoi qu'il arrive, vous ne direz jamais que c'est moi qui ai porté cette lettre. »« Je te le promets, » dit Célestine, ses yeux se remplissant de larmes. La lettre fut écrite cette nuit-là, à la lueur d'une bougie, dans le langage le plus précis et le plus sobre que Célestine pouvait employer. Elle décrivit les faits sans embellissement, expliqua la nature de l'arrangement que sa mère avait créé et demanda conseil sur la manière de contester légalement une situation qui semblait exister en dehors de tout cadre légal reconnu. Le dimanche suivant, Joséphine se rendit à la Nouvelle-Orléans avec d'autres domestiques de la plantation, officiellement pour acheter des fournitures. Elle porta la lettre à l'adresse que Célestine lui avait donnée, celle d'un cabinet d'avocats sur la rue Chartres qui était réputé pour prendre des cas inhabituels. L'avocat qui reçut la lettre, maître Philippe Duranton, était un homme dans la quarantaine, connu pour ses opinions progressistes sur l'esclavage et les droits des femmes. Lorsqu'il lut le témoignage de Célestine, il resta assis à son bureau pendant une longue heure, relisant plusieurs fois les pages, ne pouvant croire ce qu'il lisait. C'était le cas le plus extraordinaire qu'il eût jamais rencontré. Un faux mariage entre une femme libre et deux esclaves, arrangé par la mère de la femme, consigné dans des documents légaux privés mais non reconnus par l'État. Si cette histoire était vraie, elle représentait une violation flagrante de plusieurs lois, et pourtant, elle existait dans une zone grise où aucune jurisprudence ne s'appliquait clairement. Duranton écrivit immédiatement une réponse, mais c'était une réponse prudente. Il expliqua que pour pouvoir agir, il aurait besoin de voir les documents originaux créés par le notaire Lavergne et qu'il devrait également interroger tous les témoins de la cérémonie. Il proposa de venir discrètement à Bellevue sous le prétexte d'inspecter les titres de propriété de la plantation, ce qui ne semblerait pas inhabituel dans une période où de nombreuses plantations changeaient de main ou restructuraient leurs finances. Mais avant que cette lettre ne parvienne à Célestine, un événement imprévu changea complètement la situation. Le père Arnaud, après une nuit de beuverie particulièrement intense, eut une crise de conscience. Il décida qu'il devait révéler ce qu'il avait fait, qu'il devait confesser publiquement son rôle dans la profanation du sacrement du mariage. Il se rendit chez son évêque et raconta toute l'histoire, donnant cette fois les noms, les lieux et tous les détails qu'il avait gardés secrets jusque-là. L'évêque, horrifié, comprit immédiatement les implications de ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas seulement un scandale religieux, c'était aussi une affaire civile qui pourrait attirer l'attention des autorités judiciaires. Il devait agir, mais il devait aussi agir avec prudence. Il convoqua le père Arnaud dans son bureau privé et lui dit « Ce que vous m'avez raconté est d'une gravité extrême. Si cela devient public, cela causera un scandale qui ébranlera non seulement cette paroisse, mais peut-être toute l'archidiocèse. Nous devons gérer cela discrètement. » L'évêque décida d'envoyer un émissaire à Bellevue, un prêtre de confiance nommé Père Michel, pour enquêter sur la situation et faire un rapport. Le Père Michel arriva à la plantation par une chaude après-midi de mai, se présentant comme un visiteur ecclésiastique, effectuant une tournée pastorale de routine. Héloïse le reçut avec une courtoisie glaciale, immédiatement sur ses gardes. Elle savait que la visite d'un prêtre qu'elle ne connaissait pas, envoyé par l'évêché sans préavis, ne pouvait signifier qu'une chose. Quelqu'un avait parlé.
Le père Michel demanda à s'entretenir en privé avec Célestine, une requête qu'Héloïse ne pouvait refuser sans éveiller encore plus de soupçons. Il fut conduit à la chambre de Célestine, où il trouva la jeune femme assise près de la fenêtre, lisant un livre. « Mademoiselle Duchamp, commença-t-il après les civilités d'usage, je suis venu vous parler d'une affaire grave qui a été portée à l'attention de l'évêché. On m'a dit que vous avez participé à une cérémonie de mariage il y a quelques mois. Est-ce exact ?» Célestine regarda le prêtre pendant un long moment, évaluant s'il était un allié ou un ennemi. Elle décida de prendre le risque de lui dire la vérité. « Oui, dit-elle simplement, mais ce n'était pas un vrai mariage, c'était une mascarade orchestrée par ma mère. » Le père Michel l'encouragea à raconter toute l'histoire, et Célestine le fit, parlant pendant près d'1 heure, décrivant chaque détail de son calvaire. Le prêtre l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure qu'il comprenait l'étendue de ce qui s'était passé. Lorsque Célestine eut terminé, le père Michel dit « Ce que vous décrivez est une abomination contre les lois de Dieu et des hommes. Votre mère a commis un péché grave et ceux qui l'ont aidée sont également coupables. Mais vous, mademoiselle, vous êtes une victime dans tout cela. Que pouvez-vous faire pour m'aider ?» demanda Célestine, une lueur d'espoir dans la voix. « Je vais faire rapport à l'évêque, » répondit le père Michel. « L'Église ne peut pas tolérer une telle profanation, il y aura des conséquences. » Les semaines qui suivirent furent une période de tension croissante à Bellevue. Héloïse savait que l'enquête de l'Église n'était que le début. Elle recevait des lettres du notaire Lavergne qui l'avertissait que des rumeurs circulaient à la Nouvelle-Orléans, que des gens posaient des questions sur la plantation Bellevue et sur ce qui s'y passait. Elle convoqua le père Arnaud et le confronta directement. « Vous avez parlé ?» dit-elle sa voix glaciale. « Après tout ce que je vous ai payé pour garder le silence, vous avez trahi ma confiance. » Le père Arnaud, tremblant à la fois de peur et d'alcool, bégaya. « Je devais le faire. Ma conscience ne me laissait plus de repos. Ce que nous avons fait était mal. » « Ce qui était mal, » siffla Héloïse, « c'était de croire que vous étiez un homme d'honneur. Sortez de ma propriété et ne revenez jamais. » Mais chasser le prêtre ne résolut rien. Le processus était maintenant en marche et Héloïse ne pouvait plus l'arrêter. L'évêque avait décidé de porter l'affaire devant les autorités civiles, arguant que ce qui s'était passé à Bellevue dépassait le cadre de la juridiction ecclésiastique et nécessitait une intervention légale. En juin 1844, un juge de la paroisse Sainte-Marie reçut un dossier extraordinaire. Il contenait le témoignage du père Michel, une déclaration signée par le père Arnaud admettant son rôle dans la cérémonie, et une copie de la lettre que Célestine avait envoyée à l'avocat Duranton. Le juge, un homme âgé nommé Honoré Blanchard, lut le dossier avec une incrédulité croissante. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-il à son greffier. « De telles choses n'arrivent pas, même ici. » Mais plus il examinait les preuves, plus il réalisait qu'il s'agissait bel et bien d'une affaire réelle et qu'elle nécessitait une action judiciaire. Il émit un mandat ordonnant au notaire Lavergne de produire tous les documents relatifs à l'arrangement entre Célestine Duchamp, Thomas et Samuel. Lorsque Lavergne reçut le mandat, il paniqua. Il savait que produire ces documents révélerait son propre rôle dans la création d'un arrangement juridique sans précédent et probablement illégal. Il risquait de perdre sa licence, voire d'être poursuivi pénalement. Dans un moment de désespoir, il prit une décision qui scella le destin de tous les impliqués. Il brûla les documents originaux. Il détruisit tout. Les contrats, les dispositions testamentaires, les comptes rendus de la cérémonie, tout ce qui pourrait prouver que l'arrangement avait jamais existé légalement. Puis, il envoya un message au juge Blanchard, affirmant qu'après une recherche approfondie dans ses archives, il n'avait trouvé aucun document correspondant à la description donnée dans le mandat. Il suggéra que toute l'affaire n'était qu'une invention, une histoire montée de toutes pièces par des personnes cherchant à diffamer une famille respectable. Mais Lavergne avait oublié un détail crucial. Il avait fait des copies des documents et les avait envoyés à un confrère à la Nouvelle-Orléans pour sécurisation, comme c'était la pratique courante pour les affaires importantes. Ces copies existaient encore,
conservés dans le coffre-fort d'un autre notaire qui n'avait aucune idée de leur contenu explosif. Le juge Blanchard, soupçonnant que Lavergne mentait, émit un second mandat, cette fois pour perquisitionner le cabinet du notaire. La perquisition fut effectuée par le shérif de la paroisse, accompagné de 2 adjoints. Et bien qu'ils ne trouvèrent pas les documents originaux, ils découvrirent des traces de papier brûlées dans la cheminée du bureau de Lavergne, ainsi que des notes manuscrites qui faisaient référence à l'affaire Duchamp et mentionnaient des dispositions inhabituelles concernant des esclaves nommés Thomas, T. Samuel. Face à ces preuves, Lavergne s'effondra. Il admit avoir créé les documents, admit avoir aidé Héloïse Duchamp à établir un arrangement qui violait probablement plusieurs lois, et admit avoir détruit les documents originaux pour éviter les poursuites. Il révéla aussi l'existence des copies conservées chez son confrère de la Nouvelle-Orléans. Ces copies furent rapidement récupérées et présentées au juge Blanchard. Lorsque le juge lut leur contenu, il réalisa qu'il était face à une affaire sans précédent dans l'histoire juridique de la Louisiane et peut-être même des États-Unis. Il décida qu'un procès public était nécessaire, non seulement pour juger les actions d'Héloïse Duchamp et de ceux qui l'avaient aidée, mais aussi pour établir un précédent légal qui empêcherait de telles situations de se reproduire. Mais il y avait un problème. Un procès public signifierait exposer Célestine, Thomas et Samuel à l'humiliation publique, transformer leur calvaire en spectacle pour la société de la Nouvelle-Orléans. Le juge Blanchard était un homme sensible à ces considérations et il proposa une alternative. Un procès à huis clos dont les détails seraient scellés pendant 100 ans. L'avocat Duranton, qui avait maintenant officiellement pris en charge la défense de Célestine, accepta cette proposition. Héloïse Duchamp, représentée par un des meilleurs avocats de la Nouvelle-Orléans, n'avait pas le choix que d'accepter également. Le procès se tint en septembre 1844, dans une petite salle du tribunal de la paroisse Sainte-Marie. Seules quelques personnes étaient présentes, le juge, les avocats, les parties impliquées, et un greffier chargé de consigner les témoignages. Célestine témoigna en premier. Elle raconta son histoire avec une précision et une dignité qui impressionnèrent tous les présents. Elle décrivit comment sa mère l'avait systématiquement engraissée depuis l'enfance, comment elle avait été maintenue en réclusion totale, comment l'arrangement avec Thomas et Samuel avait été imposé sans son véritable consentement. Thomas et Samuel témoignèrent ensuite. Ils confirmèrent tout ce que Célestine avait dit, ajoutant leur propre perspective sur comment ils avaient été manipulés et contraints de participer à une situation qui les révoltait autant qu'elle révoltait Célestine. Le père Arnaud témoigna de son rôle, admettant sa culpabilité et demandant pardon. Le notaire Lavergne témoigna également, décrivant en détail comment il avait créé les documents juridiques qui donnaient une apparence de légalité à l'arrangement. Joséphine fut appelée à témoigner, et elle décrivit avec une émotion inhabituelle les scènes auxquelles elle avait assisté, les pleurs qu'elle avait entendus à travers les murs, la dégradation progressive de Célestine sous le régime imposé par sa mère. Héloïse Duchamp refusa de témoigner, invoquant son droit à ne pas s'incriminer elle-même. Elle resta assise pendant tout le procès, son visage un masque de mépris glacial, ne montrant aucun signe de remords ou même de préoccupation. À la fin du procès, qui dura 3 jours, le juge Blanchard prit 2 heures pour délibérer avant de rendre son verdict. « Cette affaire, commença-t-il, est l'une des plus troublantes que j'ai jamais eu à juger. Ce qui s'est passé à la plantation Bellevue représente une perversion de tout ce que nous tenons pour sacré. La famille, le mariage, les relations humaines fondamentales. » Il continua. « Madame Héloïse Duchamp, vous avez transformé votre propre fille en prisonnière. Vous l'avez délibérément rendue dépendante physiquement et psychologiquement, et vous l'avez placée dans une situation qui ne peut être décrite que comme une forme d'esclavage, même si elle était techniquement libre selon les lois de cet État. Le notaire Lavergne, vous avez prêté votre expertise juridique à la création d'un arrangement qui violait l'esprit, sinon la lettre, de nos lois.
Le père Arnaud, vous avez profané un sacrement sacré en prêtant votre autorité religieuse à une cérémonie qui n'était rien d'autre qu'une farce cruelle. Quant à Thomas et Samuel, le juge se tourna vers les deux frères. Vous étiez vous-même des victimes dans cette affaire. Vous n'aviez aucun pouvoir de refuser, aucune capacité de résister aux ordres de votre propriétaire. Vous n'êtes pas coupable de crime. Le juge prononça ensuite les sentences. Héloïse Duchamp fut condamnée à payer une amende substantielle et à renoncer à toute autorité parentale sur Célestine. La plantation Bellevue serait placée sous tutelle judiciaire jusqu'à ce que Célestine soit jugée capable de la gérer elle-même. Lavergne fut suspendue de l'exercice du notariat pendant 5 ans et condamnée à une amende. Le père Arnaud fut laissé à la discipline de l'Église, mais le juge recommanda sa destitution du ministère. Et puis vint la partie la plus extraordinaire du jugement. Le juge Blanchard déclara que l'arrangement créé par Héloïse Duchamp était nul et non avenu, qu'il n'avait jamais eu aucune validité légale. Mais il alla plus loin. « Thomas et Samuel, dit-il, vous avez été victimes d'une injustice profonde. Bien que je ne puisse pas, selon les lois actuelles de cet État, vous accorder la liberté par ce jugement, je peux et je vais ordonner que mademoiselle Célestine Duchamp ait le droit de vous affranchir si elle le souhaite, une fois qu'elle aura pris possession de la plantation. » Célestine, qui avait pleuré silencieusement pendant tout le verdict, se leva et dit « Je le souhaite, votre honneur. Je veux qu'il soit libre immédiatement. » Le juge hocha la tête. « Alors qu'il en soit ainsi. Thomas et Samuel, vous êtes désormais des hommes libres. » Les mois qui suivirent le procès furent une période de transformation profonde pour tous les impliqués. Célestine prit possession de la plantation Bellevue et commença immédiatement à restructurer son fonctionnement. Elle réduisit la taille des champs de canne à sucre, améliora les conditions de vie des esclaves qui restaient encore sur la plantation et commença à explorer les possibilités légales pour les affranchir progressivement. Thomas et Samuel, maintenant hommes libres, choisirent de rester à Bellevue, non pas comme esclaves ou même comme employés ordinaires, mais comme associés de Célestine, dans la gestion de la plantation. Ils adoptèrent le nom de famille Bellevue, un choix symbolique qui marquait à la fois leur libération et leur lien continu avec le lieu de leur ancien asservissement. Leur relation avec Célestine évolua lentement vers quelque chose qui ressemblait à une amitié authentique, basée sur la compréhension mutuelle de ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils ne furent jamais amants, jamais même vraiment proches dans le sens traditionnel du terme. Mais ils étaient liés par un traumatisme partagé et par une détermination commune de transformer quelque chose de horrible en quelque chose qui pourrait, peut-être, avoir un sens. Héloïse Duchamp quitta la Louisiane peu après le procès. On disait qu'elle s'était installée dans une petite maison à Mobile, en Alabama, où elle vécut seule jusqu'à sa mort en 1852. Elle ne tenta jamais de contacter sa fille et ne fit aucune tentative de revenir à Bellevue. Certains disaient qu'elle était devenue folle, parlant constamment de complots contre elle et de trahisons imaginaires. D'autres affirmaient qu'elle était restée lucide jusqu'à la fin, mais qu'elle avait simplement choisi de vivre dans un silence amer, refusant d'admettre que ses actions avaient été autre chose que ce qu'elle considérait comme une protection maternelle, mal comprise. Le notaire Lavergne ne se remit jamais du scandale. Après avoir purgé sa suspension, il tenta de reprendre son activité, mais les clients l'évitaient. Il finit par vendre son cabinet et disparut dans l'anonymat, probablement pour recommencer une nouvelle vie sous un autre nom dans une autre ville. Le père Arnaud fut effectivement destitué du ministère. Il sombra plus profondément dans l'alcoolisme et mourut 2 ans après le procès, dans un hospice pour indigents à la Nouvelle-Orléans. Sur son lit de mort, il répéta encore et encore qu'il avait trahi Dieu et qu'il brûlerait en enfer pour l'éternité. Joséphine resta au service de Célestine, mais leur relation changea. Célestine l'affranchit immédiatement après avoir pris contrôle de la plantation et lui offrit un salaire généreux pour continuer à travailler comme gouvernante. Joséphine accepta, et avec le temps, les 2 femmes développèrent un lien qui ressemblait plus à une amitié entre égales qu'à une relation maîtresse-servante.
Quant aux documents du procès, ils furent effectivement scellés comme le juge Blanchard l'avait ordonné. Ils furent placés dans une boîte métallique et déposés dans les archives du tribunal de la paroisse Sainte-Marie, avec l'instruction qu'ils ne devaient pas être ouverts avant l'année 1944, 100 ans après le procès. Mais les secrets ont une manière de filtrer, même à travers les scellés les plus stricts. Des rumeurs circulèrent pendant des décennies sur ce qui s'était passé à Bellevue. Des histoires murmurées dans les salons et les tavernes, déformées à chaque répétition jusqu'à devenir presque mythiques. Certains disaient qu'il y avait eu un pacte avec le diable, d'autres parlaient d'une malédiction vaudou, d'autres encore inventaient des détails encore plus scandaleux que la réalité déjà suffisamment troublante. La plantation Bellevue elle-même survécut jusque dans les premières décennies du XXe siècle. Célestine la géra jusqu'à sa mort en 1879, à l'âge de 60 ans. Elle ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. La plantation passa ensuite à une fondation qu'elle avait créée, dédiée à l'éducation des anciens esclaves et de leurs descendants. Thomas vécut jusqu'en 1885, devenant un homme d'affaires respecté dans la communauté afro-américaine de Louisiane. Samuel mourut plus jeune, en 1873, des suites d'une pneumonie. Aucun des deux ne se maria jamais non plus, comme si l'expérience qu'ils avaient traversée les avait rendus incapables de former des liens normaux avec d'autres personnes. En 1944, exactement 100 ans après le procès, la boîte contenant les documents scellés fut ouverte par un historien local nommé Robert Hébert, qui effectuait des recherches sur l'histoire de l'esclavage en Louisiane. Lorsqu'il lut le contenu des documents, il fut si choqué qu'il passa plusieurs jours à vérifier et revérifier chaque détail, ne pouvant croire que de tels événements eussent réellement eu lieu. Il publia ses découvertes dans une revue académique obscure, mais l'article passa largement inaperçu dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale qui dominait alors toutes les actualités. Ce n'est que des années plus tard, dans les années 1960, pendant le mouvement des droits civiques, que quelques chercheurs redécouvrirent l'histoire de Bellevue et commencèrent à l'examiner dans le contexte plus large de l'histoire de l'esclavage et de l'oppression raciale en Amérique. Mais même alors, l'histoire resta confinée aux cercles académiques. Elle était trop étrange, trop dérangeante pour être facilement catégorisée ou comprise. Elle ne correspondait pas aux narratives habituelles sur l'esclavage, où les lignes entre oppresseurs et opprimés étaient généralement claires. Dans l'affaire Bellevue, tout le monde était victime d'une manière ou d'une autre, même la mère qui avait orchestré toute cette horreur semblait être elle-même la victime de quelque obsession pathologique qu'elle ne pouvait contrôler. Aujourd'hui, le site de l'ancienne plantation Bellevue est envahi par la végétation. La grande maison s'est effondrée dans les années 1950 et la nature a repris ses droits. Les cyprès centenaires sont toujours là, leurs branches toujours couvertes de mousse espagnole, toujours projetant leurs ombres sur l'eau stagnante du bayou. Il n'y a pas de plaque commémorative, pas de panneau historique pour indiquer ce qui s'est passé ici. Les seules traces qui restent sont les documents dans les archives du tribunal, les articles académiques que presque personne ne lit, et peut-être quelques vieilles histoires transmises dans les familles descendantes de ceux qui vécurent et travaillèrent à Bellevue. Et bien sûr, il y a les questions qui ne trouveront jamais de réponse satisfaisante. Qu'est-ce qui poussa Héloïse Duchamp à concevoir un plan aussi élaboré et aussi cruel? Était-ce simplement le désir de contrôler sa fille? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque traumatisme de sa propre enfance qui l'avait conduite à infliger une telle souffrance? Que ressentit vraiment Célestine pendant toutes ces années de réclusion et d'humiliation? Comment trouva-t-elle la force de résister finalement, de refuser de continuer à jouer le rôle que sa mère avait écrit pour elle? Et Thomas et Samuel, qu'emportèrent-ils vraiment de cette expérience? Le traumatisme de ce qu'ils furent forcés de faire resta-t-il avec eux jusqu'à leur dernier souffle, ou parvinrent-ils à trouver une forme de paix dans les années qui suivirent leur libération? Ces questions flottent encore dans l'air humide des bayous de Louisiane.
se mêlant à la brume qui monte de l'eau chaque matin, restant sans réponse, comme tant de secrets enfouis dans cette terre gorgée d'histoire et de souffrance. L'histoire de Bellevue nous rappelle que les horreurs les plus profondes ne viennent pas toujours de la malveillance pure, mais parfois de quelque chose de plus complexe et de plus troublant. L'amour déformé, le contrôle pathologique déguisé en protection, la volonté de façonner les autres selon notre propre vision tordue de ce qui est bien, peu importe le coût humain. C'était une histoire d'esclavage, oui, mais pas seulement au sens légal du terme. C'était une histoire sur les multiples formes que peut prendre l'asservissement. L'asservissement du corps, de l'esprit, de l'âme. C'était une histoire sur la manière dont les structures de pouvoir de la société peuvent être détournées pour servir les désirs les plus sombres, et comment même les institutions censées nous protéger peuvent devenir complices de nos oppressions. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez réellement être arrivé dans cette plantation. Y a-t-il des détails que nous ne connaîtrons jamais? Des secrets encore enfouis dans ces bayous? Et maintenant, alors que le soleil se couche sur les marécages de Louisiane, projetant des ombres longues et inquiétantes à travers les cyprès, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres histoires, comme celle de Bellevue, dorment encore dans les archives scellées de nos tribunaux. Combien d'autres horreurs méthodiquement planifiées et soigneusement dissimulées attendent d'être découvertes? Car si l'histoire de Bellevue nous enseigne quelque chose, c'est que les êtres humains sont capables d'une cruauté extraordinairement créative lorsqu'ils combinent le pouvoir, l'obsession et l'absence totale d'empathie. Et que parfois, les monstres les plus terrifiants ne sont pas ceux qui se cachent dans l'ombre, mais ceux qui vivent parmi nous, qui portent des vêtements respectables, qui occupent des positions d'autorité et qui utilisent le langage de l'amour et de la protection pour justifier des actes d'une inhumanité profonde. Le bayou garde ses secrets. L'eau sombre avale la lumière et ne rend rien. Mais les documents existent, les témoignages ont été consignés, et maintenant vous connaissez l'histoire de la dame du bayou qui maria sa fille obèse à 2 frères esclaves dans un procès secret qui ébranla les fondations même de ce que nous croyons possible au sein d'une société civilisée. Croyez-vous que tout a été révélé? Pensez-vous que nous connaissons toute la vérité sur ce qui s'est passé dans cette plantation? Commentez ci-dessous, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire avec tous ceux qui aiment les mystères les plus sombres de notre histoire collective. Car c'est en nous souvenant de ces horreurs que nous pouvons espérer ne jamais les répéter. Et rappelez-vous, l'histoire n'est pas seulement ce que nous trouvons dans les livres officiels, c'est aussi ce qui se cache dans les archives scellées, dans les témoignages oubliés, dans les ruines envahies par la végétation au bord de bayous sans nom. C'est l'histoire de personnes réelles qui ont souffert réellement, qui ont résisté réellement, et qui ont finalement peut-être trouvé une forme de rédemption dans un monde qui semblait déterminé à les détruire. La plantation Bellevue n'existe plus, mais son histoire persiste, comme un fantôme qui refuse de disparaître, nous rappelant que la ligne entre civilisation et barbarie est souvent beaucoup plus fine que nous aimons le croire.